d'un autre sujet, Philippe de Villiers, ô combien important, à savoir la fin de vie. Dimanche dernier, Emmanuel Macron a dévoilé les contours du projet légalisant l'aide à mourir sous certaines conditions strictes. Les mots euthanasie ou suicide assisté ne sont pas employés, mais au-delà de la sémantique, cette loi va permettre à certains patients de recevoir une substance létale qu'elle pourra s'administrer ou avec l'aide d'un tiers. Il s'avère qu'il y a 7 ans, avant qu'il ne devienne président de la République, Emmanuel Macron a parlé de la fin de vie. C'était lors d'un entretien avec Laurence Ferrari. Je vous propose de réécouter ce qu'il disait donc en 2017. Sur la fin de vie, je pense qu'il faut d'abord faire pleinement appliquer la loi dite Claes-Leonetti. Vous pouvez donner vos instructions, vos recommandations de votre vivant. Trop peu de Françaises et de Français le font. Il y a une première campagne de communication qui commence. Je pense qu'il faut généraliser cela. Généraliser aussi le meilleur accompagnement dans les derniers instants de la vie et le traitement de la douleur. Mais je pense qu'une campagne présidentielle, elle n'est pas faite pour purger ces débats qui sont des débats philosophiques, très profonds, qui relèvent de la conscience philosophique, religieuse, humaine. Donc je suis pour qu'on en débatte, qu'on en parle dans un temps apaisé, mais je ne trancherai pas et je ne ferai pas de loi en arrivant sur ce sujet. Et vous voulez choisir votre fin de vie ? Moi, je souhaite choisir ma fin de vie, oui. Geoffroy Lejeune. En fait, cette archive, elle ne doit pas tellement vous surprendre, vous, Philippe, ce changement d'avis, parce que vous avez connu bien Emmanuel Macron et vous en avez parlé avec lui. Qu'est-ce qu'il vous disait sur ce sujet quand vous en parliez ? Et quel est votre sentiment sur cette évolution ? Alors moi, j'ai eu l'occasion de parler avec lui longuement au moment de l'affaire Vincent Lambert. Et il était très clair, très net sur le sujet. Pas question de toucher à la loi Leonetti. Et il m'a même écrit, parce qu'il sentait que je n'étais pas convaincu de sa bonne foi. Et il m'a écrit une lettre que j'ai retrouvée le 4 juillet 2019. Elle est sans ambiguïté. Je respecte profondément ces débats, aussi parce qu'ils relèvent d'une part d'indécidable, d'irréductible délibération de nos consciences. Il ne m'appartient pas comme président de trancher. Et il termine en disant « Comme vous, comme pour vous, pour moi, la vie intérieure a un sens. » Et donc j'ai le sentiment d'avoir été joué, d'avoir été berné. Ça me désole. Ça m'attriste. Et quel regard à présent portez-vous sur ce projet de loi, Philippe de Villiers ? C'est une manœuvre indécente. L'indécence est partout dans ce projet. Elle est dans le moment, 15 jours avant les élections européennes, à l'Assemblée, le débat. Donc c'est un détournement de scrutin, un détournement d'attention. C'est un coup de fakir. Regarde ma main gauche, pendant ce temps-là, je travaille avec la main droite. Ça ne se fait pas sur un sujet aussi important. Ensuite, elle est dans l'indécence, elle est dans le choix sémantique. Il se trouve qu'un jour, il y a 2 ans, j'étais au Salon de Versailles à signer un livre et j'étais à côté de quelqu'un que j'aime beaucoup, Éric Orsena. C'était un grand marin et un grand écrivain. Et il me confie qu'il s'est vu confier une mission lexicale par Emmanuel Macron pour changer les mots. Et il m'a dit c'est pour apprivoiser le débat sur l'euthanasie. Apprivoiser, pour adoucir. Donc, il a trouvé l'aide active à mourir. Mais derrière l'aide active à mourir, c'est quoi ? On va donner une substance létale, donc va être administrée par le patient, ça s'appelle un suicide, ou par un proche, un tiers, ça s'appelle une euthanasie. Quant au mot fraternité qu'il a osé utiliser Emmanuel Macron, fraternité. La fraternité, ça consiste à sauver, ça ne consiste pas à tuer. Une société qui est complaisante pour le suicide, elle est suicidaire, elle se suicide elle-même. Et la troisième indécence, c'est peut-être la pire. On nous dit qu'il y aura des garde-fous. On connaît, on a vu la loi Veil, on a vu. On a vu comment on est parti d'un principe avec une exception et puis c'est devenu un dogme. On a vu aussi, il suffit de regarder, partout où une loi a été votée sur l'euthanasie,
le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, l'Oregon, etc., à chaque fois, on part sur une exception et puis hop, ça s'étend et on en arrive maintenant à euthanasier les enfants, à euthanasier les mineurs. Voilà. Je me permets de vous dire, et c'est tombé il y a quelques instants, Jean Leonetti, puisque vous parliez de lui, a dit « L'aide à mourir, c'est le contraire d'un projet de fraternité ». Ça rejoint ce que vous étiez en train d'expliquer. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Joseph Massescaron. Il est régulièrement invité et chroniqueur chez nous, dans l'heure des pros notamment. Et il a parlé de son expérience avec sa mère qui était malade, gravement malade. Et pour abréger les souffrances de sa mère, c'est lui qui a donné une dose supplémentaire. C'est ce qu'il raconte. Et écoutez ce témoignage-là. Je me suis trouvé, il y a plus de 30 ans, dans une situation où ma mère était dans un cancer phase terminale. Ma mère avait été mannequin, très belle femme, et donc il y avait pour tout, il y a plus de 30 ans, les soins palliatifs étaient encore plus dérisoires qu'aujourd'hui. Donc c'était un peu de morphine. Et en permanence, il y avait une infirmière qui passait, qui me montrait la dose de morphine et qui me disait « Monsieur, si vous poussez un peu plus loin, n'y touchez pas, hein, parce que son cœur s'arrêtera. » Et moi, je ne comprenais pas. J'avais un ami médecin. Je lui ai dit, mais pourquoi elle me dit ça à chaque fois? Cet ami médecin m'a dit, parce qu'ils attendent que tu le fasses. Je l'ai fait. Et je vais vous dire, 30 ans après, je regrette de l'avoir fait. Moi, je dis, je regrette de l'avoir fait. C'est quelque chose qui me hante tout le temps. Je regrette de l'avoir fait. Je vais le dire très, très brutalement. Cette loi ne doit pas être faite pour faire plaisir à Lynn Renault. On est bien d'accord. Cette loi, elle doit être faite en prenant tous les acteurs en permanence. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que le témoignage de Joseph Massescaron prouve que c'est loin d'être anodin et que c'est un sujet qui soit concerne tout le monde, soit nous concernera tous un jour, et que la manière dont il en parle plusieurs décennies plus tard prouve qu'il faut un minimum de gravité sur ce sujet. La question que je voulais vous poser, Philippe, c'est qu'est-ce qui, dans l'état actuel de ce qui a été présenté par le président de la République en début de semaine, qu'est-ce qui vous inquiète ? D'abord, je suis bouleversé par le témoignage de Joseph Massescaron, que je connais bien, qui était un esprit brillant et plein d'humanité. Et je trouve que c'est courageux ce qu'il a fait, très courageux. Voilà. Et en même temps, il dit tout. Il répond à la place. Et je vais compléter sa réponse. En fait, c'est une rupture anthropologique inouïe. Et je dirais même que c'est une triple rupture de confiance. J'aurais pesé chaque mot en vous répondant, en fait. D'abord, c'est une rupture de confiance entre le patient et le soignant. La relation de soins, c'est une alliance, mais c'est une alliance asymétrique. Il y a d'un côté un patient qui guette le regard du soignant avec anxiété, qui lui confie son corps et ses angoisses. Et puis en face, il y a le soignant qui arrive et qui rend au regard d'anxiété un regard d'apaisement, qui guérit, secourt, soulage, accompagne. Cette relation de soins, elle est fondée sur un acte de confiance inouï entre celui qui accorde sa confiance et celui qui en est le dépositaire. Et donc cette relation de soins, elle ne peut supporter aucun soupçon. Madame Fourcade, présidente de la Société des soins palliatifs, dit ça mieux que moi, avec plus de conviction et plus d'expérience. Mais pour avoir écouté les soignants, je raconte ce qu'ils m'ont raconté. Cette relation de soins, elle peut basculer. Si celui qui entend le cri de souffrance dans la chambre a
le droit de vie et de mort. La relation de confiance s'abîme, elle se dégrade, elle n'existe plus. En d'autres termes, si moi, à la dernière extrémité, j'appelle et que je vois arriver une blouse blanche avec dans une main une seringue où il y a un calmant et dans l'autre main une substance létale, s'introduit la suspicion. La suspicion entre le soignant et le patient. Mais cette suspicion, elle ne s'arrête pas là. Parce que Emmanuel Macron a annoncé une chose inédite. C'est qu'il y aurait aussi les proches qui pourraient administrer la substance létale. Ça veut dire que dans la famille, il va y avoir la suspicion. On va tous soupçonner. C'est horrible. Et puis enfin, il y a la rupture de confiance, c'est la troisième rupture de confiance, entre le patient et l'institution. C'est l'État qui tue, là. C'est nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, va s'introduire la suspicion. Quand on sait ce que pèsent les coûts des EHPAD, vous verrez, il y aura des soupçons partout, parce qu'il faudra faire des économies. On entre dans un monde complètement déshumanisé. Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune, on se retrouve dans un instant. Et pour la deuxième partie de Face à Philippe de Villiers, on reviendra sur la question de l'euthanasie dans un instant. A tout de suite. Quasiment 19h30 sur CNews, la suite de Face à Philippe de Villiers avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Juste avant la publicité, vous évoquiez le projet de loi sur la fin de vie et je voulais vous poser cette dernière question, Philippe de Villiers. Pourquoi pensez-vous que c'est un basculement de civilisation ? Parce que l'homme postmoderne cède à la double tentation prométhéenne de dérober la vie et faustienne, ou plutôt l'inverse, prométhéenne de dérober le feu et faustienne de dérober la vie. C'est la première fois dans l'histoire. Et ça peut conduire à la fin du monde et ça peut conduire à la fin de l'homme. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Philippe de Villiers, parlons à présent de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a une nouvelle fois pris la parole pour définir l'implication de l'Europe, et notamment de la France, dans cette guerre. Ce vendredi, il était à Berlin pour un sommet réunissant la Pologne, l'Allemagne et la France. Contrairement à l'interview de jeudi soir, le chef de l'État n'a pas parlé de guerre existentielle pour l'Europe. On écoute et on en parle juste après. Nous partageons tous les trois une même volonté claire, cohérente, et derrière cette volonté, il y a les actes que nous avons déjà décidés et ceux que nous avons pris, les décisions que nous avons prises aujourd'hui. Nous ferons tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra, pour que la Russie ne puisse gagner cette guerre. Nous continuerons de soutenir, aussi longtemps que nécessaire, l'Ukraine et son peuple, et nous continuerons, comme nous l'avons fait depuis le premier jour, à ne jamais prendre l'initiative de quelque escalade. Geoffroy Lejeune. Est-ce qu'après ce qu'on a entendu hier soir à la télévision, vous êtes rassuré par ce qu'on vient d'entendre à l'instant ? Non, je ne suis pas rassuré parce qu'il y a une instabilité qui est vraiment inquiétante. Voilà, on est dans l'escalade, on est au seuil de la co-belligérance. Et je reprends ce qu'il a dit hier soir. Il a dit, il est parti d'un axiome totalement irréaliste. Il a dit, la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Or, contrairement à tout ce que les experts ont dit depuis 2 ans, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Alors, et à cet axiome irréaliste, il apporte 2 compléments qui m'inquiètent et qui inquiètent beaucoup de Français, qui sont des fautes stratégiques. D'abord, il explique que si la Russie gagne cette guerre, nos intérêts vitaux seront en jeu. Non, c'est faux. Les intérêts vitaux s'arrêtent
aux frontières de la France, du territoire français. Pas dans le Donbass. Quoi qu'on pense par ailleurs. On n'est pas dans une posture morale quand il s'agit de la guerre et de la paix. Et deuxièmement, plus grave, il a parlé d'une dissuasion européenne. Il a même, dans l'accord avec l'Ukraine du 16 février, parlé d'une dissuasion active. La dissuasion, quand elle s'étend au-delà du sanctuaire national, elle n'existe plus. Elle n'est plus crédible. Il y a dans tout ça un bellicisme désinvolte. Il y a une question que peut-être vous êtes posée. C'est et si on envoie des troupes au sol, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on peut envoyer 20 000 hommes, pas plus. Donc sur une ligne de 50 km, alors que la ligne de front fait 1200 km. Et ensuite, on peut tenir 3 jours avec nos munitions. Mais surtout, on se met en situation de co-belligérance dans ce cas-là. Et il y avait un mot du général Swetchin qu'il faut méditer, que je vous invite à méditer. On ne pique pas l'ours russe avec des coups d'épingle. Donc forcément, si on cherche la Russie, on va la trouver. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, justement, le seul coup stratégique que Emmanuel Macron devrait proposer, qui serait dans la vocation française, vocation de son histoire, puissance d'équilibre, la France médiatrice, c'est de réunir les conditions militaires pour que le jour venu, le jour le plus proche, eh bien, les deux protagonistes soient amenés à négocier un plan de paix, ou en tout cas de cessez-le-feu, qui soit acceptable par les deux parties. Et si nous ne le faisons pas, vous savez qui va le faire? L'Amérique. Et donc, en fait, on va se trouver ridicule et doublé par les Américains. Quel dommage que, à la manière de Mitterrand dans l'affaire du Koweït, on ne cherche pas à renverser la logique de guerre au profit de la logique de paix. Moi, quand je vois Emmanuel Macron, quand je vois le jeune homme Attal, quand je vois le jeune séjourné, etc., je me dis, ils ne sont pas au niveau. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'ils sont avec des Legos, ils jouent à la guerre, mais on ne joue pas à la guerre. Comme dit très bien Henri Guénaud, ils vont à la guerre comme des somnambules. Mais comme des jeunes qui qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un cauchemar, papa. Ah oui, bah attends, tu gouvernes. Et quand il dit aux Français, il va falloir aller à la guerre, est-ce que les Français ont compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, quand il fait rentrer dans l'OTAN l'Ukraine, ça veut dire qu'on a à touche-touche 2 puissances nucléaires. Donc le moindre incident de frontière devient une nouvelle dépêche d'Ems. C'est de la folie. Il faut une zone tampon. Voilà. Tout ça, tous les militaires le savent. Moi, je ne comprends pas. Le chef d'état-major des armées, quand il entend parler de dissuasion européenne, normalement, il démissionne. Je connais un exemple célèbre. Pour moins que ça. Voilà.